Personne dans notre vie nous prépare à ça, en fait. On part dans un abysse total et il y a vraiment cette sensation d'expérience de mort imminente, à se dire, bon, bah là, je suis parti, je suis dans un espèce de tunnel sans fin de couleurs et de formes bizarroïdes, et il y a clairement un avant-après, quoi. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a commencé à boire pour se donner du courage et qui a fini par se reconstruire en y renonçant. L'alcool, le cannabis, le secret comme adrénaline, l'orgueil comme camouflage, Quentin a traversé la nuit en solitaire. Il a connu les tremblements du corps, les rechutes honteuses, les copines qui ne voyaient rien. Il a su que quelque chose devait changer le jour où son corps a dit stop, où son âme s'est exprimée à travers un trip sous DMT aussi court qu'éternel, où il s'est vu mourir sans être sûr de revenir. Peut-être est-ce quand on s'approche si près de la mort qu'on a enfin envie de vivre. Aujourd'hui, Quentin est à l'école d'infirmier. Il a une copine, un appart, une joie tranquille. Il fait du sport, il écrit, il prend soin des autres en essayant de ne pas s'oublier. Il a troqué l'ivresse contre la lenteur, l'urgence contre le processus. Le Quentin que je reçois, ce n'est pas un miraculé, c'est un survivant volontaire, un chercheur d'autre chose, un amoureux du réel, du sport et du silence retrouvé, et surtout un homme qui a compris que tout le bonheur de ce monde était planqué dans les choses qu'on n'a pas envie de faire. Salut Quentin. Bonjour Karen. Est-ce qu'on a retrouvé de qui était cette phrase que tu m'as dit en off? Je la trouve géniale. Le bonheur est planqué dans les choses qu'on n'a pas envie de faire. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai essayé de chercher, mais non, pas on va vraiment. te l'attribuer. On va te l'attribuer. Ça me va très bien. Elle est géniale parce que c'est tellement vrai, surtout en termes d'addiction. C'est souvent ce qu'on n'a pas envie de faire qui est la solution. Est-ce que tu pourrais nous définir l'addiction comme tu le souhaites, en une image, une sensation? Enfin, pour toi, ça serait quoi? Pour moi, ce serait quelque chose à laquelle on pense vraiment tout le temps. Et je pense que à partir du moment où on a une addiction, toute notre vie, en fait, tourne autour de ça. Que ce soit un aspect monétaire ou même le simple fait de se lever le matin, c'est vraiment la seule chose qui compte, quoi. Il n'y a rien d'autre qui nous fait avancer à part ça. Ok. Tu me racontais que tu avais commencé à boire vers 14 ans. C'est quoi à ce moment-là ton rapport à l'alcool? Est-ce que c'est un jeu, un besoin, une fuite? Je pense que c'est un peu un jeu. Et puis, je pense que j'avais beaucoup ce truc où j'étais assez timide étant plus jeune. Et je voyais vraiment ça comme une potion magique, quoi, vraiment comme un lubrifiant social. Ah Le oui. fait de boire, en fait, j'arrivais très vite à parler avec les autres, et cetera. J'étais plus dans ma timidité. Et ça m'a assez vite fait défaut, en fait, parce que j'ai commencé à me construire que avec ça, en fait, quoi. Tous mes amis que j'ai eus, et cetera, c'était vraiment tout le temps sous ivresse, quoi. Eux aussi? Tes amis? Ou est-ce que tu sentais bien que c'était Oui, différent pour toi? Heu, non, je sais pas trop. Je pense que pour beaucoup, c'était quand même quelque chose pour s'amuser. Alors que moi, assez vite, même un ami à moi me l'a dit, une fois que j'avais arrêté et qu'on en avait reparlé, et cetera, qui me disait que moi, j'avais vraiment ce truc à me la coller, Ah ouais? entre guillemets. Genre, je faisais la fête vraiment pour aller au fond du truc, quoi. Je pense que ouais, le fait de construire son identité autour de ça, on se Mmh. retrouve vite piégé par la chose, en fait. Après, tu as eu un patron toxique un peu plus tard et Ouais, là, tu t'es découvert, en fait, une envie de boire, un peu n'importe quand, un peu anarchique, le matin, l'après-midi, enfin, pour tenir, en fait, pour le courage, quoi. ouais, c'est un peu ça. Ça a vraiment été par étapes, hein, parce que je pense qu'au début, c'était que en soirée. Ensuite, c'était vraiment tous les week-ends. Après, moi, dans mes études, j'étais à l'internat, donc on buvait même les soirs, même la semaine, pour faire un peu la fête. Et je pense que quand j'ai commencé à bosser, il m'est arrivé plein de trucs. J'ai perdu 2 fois le permis à cause de l'ivresse, justement, quoi. Et à un moment, la deuxième fois où j'ai perdu le permis, j'étais effectivement dans une boîte qui était vachement toxique, avec un patron qui m'en demandait vraiment beaucoup, beaucoup tout le temps. Et là, j'ai commencé un peu à boire par déprit, mais un peu par solitude.
Parce qu'en plus, je vivais dans un appart, juste au-dessus du boulot à ce moment-là, parce que je pouvais plus prendre ma voiture, en fait. Donc j'étais un peu dépendant et accroché à ce patron, qui était ultra toxique, et ouais, là, j'ai commencé à boire tous les jours. J'ai commencé à boire même un petit peu au boulot parce que j'avais accès à de l'alcool et cetera. Mais C'était quoi comme boulot? T'étais vraiment ouais, pâtissier? j'étais C'est ton... pâtissier, ouais, pour préciser, ouais. J'étais pâtissier, donc en fait, j'avais du rhum, du cognac, et cetera. Ouais, c'était pas des alcools, «tendres», hein, entre guillemets. Waouh! Mais ouais, je pouvais boire assez facilement, Sans que ça se que voit. ce soit l'après-midi ou le matin. Non, sans que ça se voit. Puis que, comme dit, hein, de toute façon, on fait un peu tout pour le cacher. J'avais vraiment des sortes de rituels. Genre, je me faisais mon café, j'en mettais un peu dans le café, je buvais mon café. Direct derrière, je mangeais du chocolat histoire de cacher la laine. Enfin, on fait plein de trucs. Et même si, au pire des cas, je sentais un peu, j'aurais pu dire que j'avais goûté le baba au rhum ou une crème au kirsch ou quelque chose comme ça. C'était assez facile à cacher finalement. Et finalement, ce boulot-là, j'ai réussi à m'en extirper Mmh. grâce à une personne d'ailleurs qui était incroyable, qui travaillait avec moi et qui a vu un petit peu ma détresse. Et j'ai trouvé un boulot qui était juste à côté de chez moi, dans ma ville, quoi. Et 1er jour de boulot, avant d'y aller, j'ai dû boire une gorgée de, bon, je sais plus exactement c'était quoi, un alcool fort, hein, parce que bon, c'était un peu mon alcool de prédilection. Puis on boit étrangement, je me voyais pas boire une bière le matin, mais boire, une gorgée de vodka, un truc comme ça, pourquoi pas, tu vois? Genre, c'était rapide, ça durait que quelques secondes. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai compris que là, j'avais un problème. Que vraiment, autant je pense que les signes étaient là avant, mais là, vu que je m'étais sorti un peu de la mouise et de ce contexte toxique, je me suis dit: «Bah, je vais pouvoir refaire ma vie», et en fait, non, pas du tout. L'alcool était déjà totalement présent et je pouvais plus, faire mes journées et gérer, en fait, mes émotions sans. En fait, là, tu as eu la lucidité de voir que tu t'étais mis plein d'excuses par rapport au patron toxique et en fait, de voir que même dans une vie qui te convenait, en fait, tu avais besoin de boire, c'est ça? Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et là, tu Je décides, pense que j'ai vraiment ouvert. d'aller en cure ou alors c'est ton entourage? Ah non, non, là, il s'est passé un bon moment. Je pense que à partir je crois que j'avais 22 ans, un truc Ah comme oui, c'est à ça, et je pense 29 que ans la cure. ouais, ça a 29 ans. Je pense que là, pendant au moins 4 ou 5 ans, j'ai eu plusieurs petites amies, plusieurs boulots, et personne ne l'a réellement vu, en fait, hein. Parce que, bah, je pense que toi, tu es assez bien placé pour le savoir, ça reste presque facile de le cacher en France, en fait, hein. Même si on me voyait bourré ou si on me voyait en lendemain de soirée, il y avait jamais cette idée que j'avais un problème, en fait. On se dit tous: «La personne boit un petit peu trop», mais jamais que c'est un poison et que c'est totalement en train de nous pourrir la vie et qu'on peut plus passer nos journées sans, quoi. Donc là, non, j'ai vraiment passé pas mal d'années, et puis la dernière, petite amie que j'ai eue, elle savait. Elle savait, elle l'a su depuis le premier jour, en fait, et l'acceptait, enfin, est-ce qu'on peut réellement accepter ça? Je sais pas, mais bon. Disons Elle le que j'étais supportait. avec quelqu'un qui le savait, et ouais, voilà, qui le supportait plutôt, hein. C'est peut-être plus exact. Et non, j'ai eu plusieurs déclics. Déjà, un de mes frères, m'a vu en train d'acheter une bouteille à un moment où normalement j'étais pas censé boire, et j'ai vu ça un peu comme une porte d'entrée, donc j'en ai parlé à lui, et lui a pris, rendez-vous chez une addicto, et j'y étais premier jour avec tous mes frères et cetera, donc j'ai essayé d'aller en addicto pendant une bonne année, hein, je pense, et ça a fonctionné, mais bon, j'avais quand même des rechutes, même si j'en parlais, c'était chouette parce que ça a ouvert un peu la parole. Puis en plus, mes frères le savaient, ma famille là, a commencé à vraiment le savoir, mais j'arrivais pas à sortir du truc. C'était quand même super compliqué. Je faisais des rechutes qui étaient infernales. Même si j'arrivais à ne pas boire pendant 1 ou 2 semaines, j'arrivais pas à trouver les mécanismes qui faisaient que je retombais en permanence dedans, quoi. Tu les Et cachais, ces rechutes en plus, il y avait une sorte de culpabilité aussi? Ou tu en parlais? oui, oui, totalement. Bah, après, je vivais avec ma copine de l'époque, du coup, et ouais, j'essayais de lui cacher à elle. Après, bon, j'étais quand même sous, elle le remarquait, elle voyait bien que je m'en sortais pas, quoi. Et moi, surtout, là, à ce moment-là, j'ai essayé parce que j'avais été pendant 2 ans au chômage. Donc, pendant 2 ans, j'ai fait quasiment que boire. Et là, par contre, j'avais plus le choix de retravailler. Et les 2 derniers boulots que j'ai eus, bah,
Je dirais même les 3, hein, parce qu'il y en a un, j'ai fait un jour. Je suis arrivé dès le premier jour, j'avais 2 grammes et je me suis fait, ils m'ont viré. Ils m'ont dit que j'étais un peu bizarre, ils m'ont fait souffler, j'avais 2 grammes. Waouh. Et les 2 autres boulots, je me suis fait virer. Il y en a un peut-être au bout d'un an. Celui d'après, peut-être pendant 6 mois, un truc comme ça. Et les 2, je me suis fait virer vraiment à cause d'alcool, hein, parce que j'étais bourré sur mon lieu de travail. Ils se sont rendus compte et m'ont dégagé. Et puis en fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'arrivais plus à bosser. Bah déjà, j'avais un appart, etc. Et je me disais, en fait, je peux même plus travailler. Je suis plus capable de vivre sans l'alcool. Et tout tourne autour de ça. En plus, c'est vraiment horrible, hein. Enfin, vraiment cognitivement, j'étais à zéro, hein. On pense plus à rien. Il y a vraiment tout notre cerveau. Il est Il y a occupé vraiment par ça. plus que cette chose-là qui compte, quoi. Donc la seule chose que je voyais, c'est faire une cure, en fait, hein. Il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Et donc, tu as été en cure. Mais donc, ça Ouais, a pris 8 ans c'est comme ça. ça de conso. Tu fumais aussi un peu des pétards à ce moment-là ou c'est après que c'est arrivé? Mais J'ai eu des périodes. Après, c'était vers une vingtaine d'années, j'ai un peu fumé. Et puis, ce qui est étrange, c'est qu'en plus, c'est toutes les périodes où j'ai vraiment fumé, je ne buvais pas. J'avais quand même toujours un besoin un transfert à faire, quoi. Et après, quand j'étais vraiment dans la picole, non, je fumais pas énormément. Parce que associer les deux me faisait vite ouais. mal à la tête. Il y a beaucoup de gens qui le Donc, font non, et non. moi je suis fascinée par ça. Je ne comprends pas. Moi, si j'étais ivre et que je tirais une latte sur un pétard, je vomissais. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et je vois, Ouais, 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 c'est ça. j'ai connu une personne qui buvait et fumait et limite ça marchait mieux que l'un tout seul, l'un sans l'autre. C'est Ouais, assez ouais. fascinant. Je pense que je l'ai fait très jeune. Après, ouais, quand j'étais vraiment beaucoup dans l'alcool, c'était plus possible. Ah ouais. Si je fumais un peu, ça me rétamait totalement, quoi. Donc, tu as transféré parfois ton addiction quand tu buvais pas sur le cannabis. C'est ça, sur le cannabis, mais bon, c'était vraiment principalement de l'alcool, hein, vraiment, quoi. Et la cure, tu l'as choisie comment? Est-ce que, encore une fois, c'est toi qui choisis d'y aller? Genre, tu sais que tu en as besoin? Ouais, 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 je sais que j'en ai besoin parce que, parce que je me rends compte que je peux plus vivre, en fait. Je pense que de toute façon, l'alcool est un dépresseur, hein, bon, j'étais totalement en dépression, hein, finalement. Je faisais plus rien de mes journées. La vie avait plus trop de sens. Avec ma copine actuelle, ça allait plus non plus parce que de toute façon, on peut pas vivre avec quelqu'un qui est comme ça, hein. Je pouvais pas lui demander ça non plus dans tous les cas. Et non, après, c'était ou ça ou la mort. Très franchement, je voyais rien d'autre. J'étais là, de toute façon, je finirais par en mourir et mon cerveau allait pas plus loin que ça. Mmh. Mais il y avait quand même une chance de me dire, je peux essayer. Donc, j'ai été chez mon médecin parce que lui, il me suivait. En plus, quand je lui ai parlé de mes problèmes, il s'est avéré que lui était spécialisé en addicto avant d'être médecin généraliste. Donc, il connaissait bien le problème et il m'a bien aidé parce qu'en plus, il m'a pas trop sédaté, ce qui est assez Mmh. souvent le cas avec les gens qui sont addicts. Ils passent vite sur beaucoup de médocs. Et moi, ça allait, j'avais vraiment pas grand-chose. Mais lui connaissait une cure où je pouvais aller qui était pas payante, enfin remboursée par la Sécu. Elle était prise en charge en gros, quoi. Fallait pas débourser. Seul souci, c'est que du coup, j'y allais pendant 3 mois et j'avais plus de salaire, quoi. Donc ça voulait aussi dire revenir chez mes parents. Enfin, c'était assez lourd mentalement parce que c'était vraiment ma vie repartait à zéro, en fait, quoi, clairement. Mais d'un autre côté, elle était déjà au bout. Ouais, c'est Donc ça. ça pouvait pas être Tu avais rien à pire que perdre. ça, en fait. C'est ça, j'avais un peu rien à perdre, quoi. Et cette cure fonctionne? Ouais, elle fonctionne. Elle fonctionne dans le sens où elle m'a fait me rendre compte de là où j'en étais. Déjà, j'étais un peu le seul à avoir cet âge-là. Il y avait qu'une personne qui était plus jeune et qui, elle, pour le coup, avait 20 ans ou 19 ans. Je me disais qu'elle, c'était encore plus compliqué parce que déjà, pour moi, c'était dur de me dire, à 30 ans, je vais complètement arrêter de boire. Pour elle, à 18 ans, 19 ans, c'était vraiment beaucoup. Mais sinon, oui, les 90% des gens qui étaient là-bas avaient une cinquantaine d'années, 60 ou peut-être même plus certains. Mais ils avaient totalement détruit leur vie, en fait. La plupart avaient eu plusieurs mariages, des enfants qu'ils voyaient plus. Enfin, on se rend compte, en fait, de là où on peut finir. C'est un peu triste, hein, dit comme ça, parce que en plus, je jette pas la pierre, hein, parce que les gens que j'ai rencontrés là-bas, il y en avait qui étaient très durs et d'autres qui étaient vraiment formidables. Et d'ailleurs, tu m'as dit Mais que c'est la pensée de te dire finalement je vaux pas mieux qu'eux qui a été un déclencheur aussi.
Ouais, c'est ça. Parce que je me rends compte qu'ils étaient très, tout le monde est très égocentré, tout le monde est triste à vif et tout le monde se croit enfin, il y en a qui se sentent vraiment meilleurs que les autres, quoi et je crois que quand on arrive là-bas, on se sent un peu tous meilleurs que les autres en se disant: «Bah, j'ai pas de problème» et finalement, là, quand on regarde autour de nous, on se dit: «Ah ouais, non, en fait, enfin, on a tous exactement le même souci» et je crois que la première étape, c'est réellement de l'accepter, quoi. De se dire: «J'ai un problème, je suis alcoolique, je vaux absolument pas mieux que les personnes qui sont autour de moi» et je pense que ça, c'est déjà un énorme pas parce que tous les gens qui a été là-bas enfin, après, faut aussi savoir que la plupart des personnes qui sont là-bas ne le sont pas par choix. Ils y sont parce qu'ils y sont contraints, que ce soit par, leur famille, leur employeur ou La même par une justice, ouais. décision de justice. Donc moi, ça restait un choix et ça, je pense que c'est déjà, bah, ouais, déjà la première marche et une fois qu'on y est, bah, c'est d'accepter vraiment que, ouais, qu'on n'est pas plus intelligent que Mmh. les autres et qu'en fait, on est rentré dans le même piège et dans le même, cercle infernal, quoi. Et ce qui est Donc assez ça drôle, c'est ce qui est assez drôle dans ton histoire, je trouve, c'est que oui? cette histoire de DMT, donc qui est la molécule, enfin, tu vas peut-être nous en parler mieux que moi déjà parce que, je maîtrise pas trop non plus les molécules. Mais cette, molécule donc, qui est, contenue dans l'ayahuasca aussi, dans cette potion, chamanique du Pérou. C'est une C'est molécule ça. qu'on peut trouver sur, je sais pas comment on appelle ça, le darknet, le deep web, je connais pas bien ça non plus. Et en fait, tu te retrouves en cure avec, ce produit-là que tu as amené, que tu avais acheté depuis longtemps. Il est sur toi et le dernier jour de cure, en fait, tu te dis: «Tiens, voilà, bon, j'ai pas bu depuis, je sais pas, 3 semaines ou quoi, je vais faire ça, tout seul». Ouais, c'est ouais, mais résumé comme ça paraît un peu dingue quand même. Mais ça va, tu as bien expliqué le truc, ouais, c'est la molécule active, psychédélique de l'ayahuasca. Pour le coup, la DMT seule, enfin, La diméthyl pardon, le comment on dit déjà là? la diméthyltryptamine Dimethyltryptamine. dimethyltryptamine. Dans l'ayahuasca, en fait, il y a une plante qui contient la DMT et une plante, je crois que c'est le capi, si je dis pas de bêtises, qui, contient une enzyme qui permet que la DMT Un ne se désinhibiteur de dégrade pas. DMT, ouais, c'est ça. OK, Ouais, c'est ça, ouais, un IMAO, un inhibiteur de monoamide oxydase. bravo. Et du coup, ouais, cette molécule-là, en fait, ça empêche la dégradation de la DMT. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ayahuasca, le trip dure pendant des heures. Alors que si on la consomme comme ça dure entre 5 et 10 minutes. En fait, c'est très intense, mais ça dure pas très longtemps. Donc je Et moi, souligne quand même que c'est pas quelque chose de légal en France, que tu l'as pas trouvé du tout tout. seul, voilà, et qu'on n'en vante pas, du tout, les mérites, forcément, ou enfin, l'important, moi je parle des thérapies psychédéliques, donc c'est pour ça que ça m'intéresse ton histoire parce que ce qui s'est passé avec toi, pour moi, est extraordinaire, et qu'on le voit tous les jours. J'ai encore lu le livre de Nicolas Demorand là qui a fait des trips sous kétamine, pour sa bipolarité, pour sa dépression. Et voilà, je trouve on commence à en parler pas mal. Donc je ne prône pas l'achat sur, des deep web ou j'en sais rien, je prône plutôt les études et surtout les essais cliniques, voilà. Et donc toi, tu permets aussi, de se faire un avis sur comment ça fonctionne, quoi. Voilà, je me suis mal exprimée, mais on a compris. Donc toi, tu as ce truc-là, pardon, vas-y. Ouais, ouais, c'est ça. Puis je suis totalement d'accord avec toi, je prône pas du tout la chose parce qu'en plus, faut savoir que sur le deep web, on sait pas réellement ce qu'on achète, quoi. Bon après, à cette période-là, je veux dire, moi j'étais de toute façon avec des comportements à risque, hein, donc ça allait assez bien dans la continuité de la façon dont je réfléchissais à l'époque, quoi. Donc moi j'en avais acheté, c'est vrai, il y a longtemps. Après j'avais jamais essayé parce que ça me faisait peur, hein, tout simplement, quoi. Que bon, j'ai lu quand même beaucoup de témoignages, on sait pas trop, personne n'arrive à expliquer ce qui se passe et personne n'arrive à expliquer exactement son trip non plus, quoi. Donc je l'avais et en fait, ce dernier jour de cure là, j'y pense souvent à me dire qu'en fait, j'avais plus peur de retourner dans ma vie sans alcool plutôt que d'essayer la DMT, en fait. Je me suis dit: «Peu importe ce que ça va me faire, de toute façon, ça me fait bien plus peur de Mmh. reprendre la vie, en fait, donc on va voir, quoi. Si ça peut m'aider, pourquoi pas, quoi».
Et du coup, bah, j'en ai pris ouais, le dernier jour de ma cure avec un autre camarade de chambre qu'on a pris avec moi aussi. Et ouais, il y a eu clairement un avant-après, quoi. C'est extrêmement compliqué d'expliquer vraiment le trip, mais il y a vraiment ce truc de personne dans notre vie nous prépare à ça, en fait. On part dans un abysse total et il y a vraiment cette sensation de MI, d'expérience de mort imminente, à se dire: «Bon, bah, là, je suis parti, je suis dans un espèce de tunnel, sans fin, de couleurs et de formes, bizarroïdes» et c'est dur à expliquer parce que j'aime bien le mot ineffable parce que je pense qu'on n'a pas de mots pour l'expliquer vraiment. J'en avais parlé avec toi et tu le disais vachement bien aussi de se dire que c'est comme raconter un rêve. Ça paraît nul de le raconter alors que l'expérience en soi est tellement incroyable. Ça s'évapore un peu au Et moment où ouais, on ouais, essaie de mettre c'est des mots ça. parce que les mots ne sont pas assez forts ou ne sont pas précis pour exprimer ce genre de choses. On n'a pas les capacités, je pense. Ouais, c'est ça. Pas les capacités et même une sorte de manque de vocabulaire Ouais. aussi pour parler de tout ça, quoi. Bah déjà, quand un son a des odeurs et quand une odeur a un son, va l'expliquer. Ouais, la synesthésie, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer à quelqu'un, quoi. Ouais. Et ça dure, Donc, tu ouais, m'as dit, entre 5 et 15 minutes, hein, cette histoire. c'est ça, Et toi, c'est tu as ça, c'est ça. l'impression que Ça c'est... dure entre 5 et 15 minutes. Ah ouais, des heures, des heures. En fait, quand on rentre dans le trip comme ça, on perd totalement la notion du temps. Finalement, nos journées sont vraiment rythmées par le fait que tout bouge et tout est toujours en mouvement, alors que là, bah, on se retrouve dans le néant total, sans savoir quelle heure il est. Et en fait, vu qu'on est en perte de tout, c'est difficile vraiment mentalement de pouvoir s'accrocher à quoi que ce soit et de se dire bon, bah, en fait, ça va passer, quoi. Il n'y Mhm. a pas d'accroche. On est autre part avec d'autres êtres et puis faut vivre la chose, quoi. Mais bon, j'ai réussi à revenir, mais c'était très compliqué parce qu'en plus, je me suis fait réveiller, entre guillemets, par je sais plus, c'était pas un infirmier, mais c'était une personne de la cure, en fait, parce que la personne qu'on a pris avec moi s'est pas bien sentée, en fait. Elle a eu très peur et elle a couru dans le couloir. Je sais pas si elle a vomi ou quoi, mais bon, elle a eu vachement peur. Du coup, elle a alerté plus ou moins les gardes de la cure et puis ils sont venus, ils ont appelé les urgences, machin. Enfin, du coup, j'ai passé ma nuit à l'hôpital Waouh. et c'était dur parce que finalement, je me suis fait réveiller comme ça et j'ai dû aller à l'hôpital direct. Et en fait, tu vois, on en a parlé, j'ai pas du tout pu intégrer la chose, quoi. J'ai pas pu revenir à mes esprits en me disant bah j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Là, je suis juste revenu à mes esprits, ils étaient tous autour de moi, je devais parler, je devais ensuite aller à l'hosto et tout. Mhm. Et vu que c'était mon dernier jour, le lendemain, je suis rentré à la cure et 2 heures après, je rentrais chez moi et basta, quoi. C'était terminé. Et en plus, la semaine d'après, c'était le confinement. Donc, je me suis retrouvé tout seul chez moi après avoir vécu tout ça. Waouh. Et alors là, tu n'as pas envie de boire à ce moment-là, justement, confinement tout seul. Est-ce que le trip plus la cure, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Après le trip, j'ai quand même ressenti ouais, enfin, comme je dis, un avant-après, quoi. Et on dirait que je dirais pas que j'étais mort à l'intérieur, mais vraiment que tout ce que j'avais engrangé toute ma vie, l'anxiété sur ce qui va se passer, pas se passer, les relations, tout ça, enfin, on dirait que je me sentais très vide à l'intérieur à me dire, en fait, j'ai l'impression que plus rien ne me fait peur, en fait. Hmm. C'est assez dingue parce que je pense que je crois pas avoir déjà eu peur de la mort avant, mais c'est après avoir vécu ça que je me suis dit qu'en fait la mort avait énormément d'importance et que je crois que j'avais un peu peur de mourir et que maintenant plus du tout. Alors Parce que tu as plus failli... rien ne me faisait Parce que tu as peur. eu cette sensation de mourir Ouais, aussi. j'ai eu cette sensation d'être mort, vraiment que il y a plusieurs fois où je me suis demandé après coup, genre est-ce que je suis pas mort et que je suis pas en train de rêver ce qui est en train de se passer. Puis bon, du coup, ça remet toute la vie en général en Ouais, ça question. remet tout. En mode, bah, à quel moment on meurt et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe vraiment quand on meurt. Enfin, Hmm. c'est, c'est, c'était un peu lourd, mais c'est vrai que du coup, non, je pensais pas vraiment à l'alcool. Mais j'ai quand même rebu 2 mois après être sorti de ma cure. Faut le souligner quand même. Alors pourquoi, je sais pas. Je me suis retrouvé tout seul chez moi
Et je pense que mon cerveau s'est un peu dit comme le tien, certainement je pense que je peux, en fait. Je pense que je peux gérer le truc. En fait, je suis très bien dans ma vie. Ça fait 5 mois que je bois plus, je pense que j'ai le contrôle, en fait, que c'est pas une question que c'est une question Mmh. justement de contrôle et que je vais y arriver. Donc, je crois que je me suis servi un verre de pastis et c'est 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 parti. J'ai bu, la moitié de la bouteille, j'étais ivre mort, je comprenais rien du tout et ça m'a totalement calmé, en fait. Ça m'a totalement calmé parce que le lendemain, j'étais encore chez mes parents. Le lendemain, c'était horrible. Enfin, ma mère a forcément vu que j'étais sous, comme jamais et il y avait ce truc genre je vais devoir retourner en cure, j'ai déçu tout le monde. Enfin, mentalement, c'était la pire gueule de bois de toute ma vie. Parce qu'en plus, même moi, je revenais encore une fois à zéro, quoi. Il s'était passé 5 mois sans rien, et puis là, c'était reparti. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait un peu partie du processus, à se dire que tant qu'on n'a pas bu une fois et tant qu'on n'a pas fait de rechute, on peut pas savoir si on est capable ou non. Et en fait, tout ce qu'on se construit dans notre tête, il faut qu'on sache si c'est possible ou non. Et moi, j'ai bien compris en fait que mon cerveau était pas capable, que l'alcool pour moi était un poison et que j'avais une intolérance à l'alcool, que j'étais allergique à l'alcool et qu'en fait, dans mon corps, ce sera plus possible, il y en aura Mmh. plus jamais et il fallait que je l'accepte, quoi. Et à partir de là, Tu c'est plus vraiment jamais bu en resté dans ma plus? tête, quoi. Non, 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 ça fait plus de 5 ans, ouais, que C'est j'ai jamais incroyable. rebu une seule goutte d'alcool. En revanche, tu as fait un autre trip sous LSD et tu as aussi refumé, tu as réessayé, et en fait, finalement, glissement quand même d'une addiction à une autre sur, le cannabis, pendant un moment aussi? Ouais, 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 c'est ça. Je pense qu'après la cure, c'est vrai que je l'ai pas souligné, mais que derrière, C'est fou ça, hein? je fumais du cannabis et que j'ai eu totalement un transfert. Ouais, j'ai arrêté la picole pour se Incroyable. mettre à fumer, quoi. Et le Et le oui, oui, je pétard, en pense que fait, j'ai fumé c'était, pendant longtemps. ça t'empêchait de faire tout ce que tu devais faire, comme l'alcool, en fait? Ça t'a pas Ouais, ouais. alerté dans le sens où, le but, c'était de récupérer ta vie? Tu arrêtes l'alcool et en fait, tu te remets exactement dans le même délire. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu t'en rends compte à ce moment-là? Au tout début, je m'en rendais pas vraiment compte parce que, justement, je vivais encore chez mes parents, je fumais et puis en fait, j'étais maître de moi-même. J'étais en train de reprendre, un peu toutes mes capacités, que ce soit cognitives, je me réappropriais mon corps aussi en faisant du sport et cetera. Mais il y avait quand même toujours ce truc je fais plein de choses dans la journée et fin de journée, il faut quand même que je fume. Il me faut quand même ma récompense. Genre la vie est la vie est douloureuse et à la fin, il me faut quand même, en Mmh. fin de journée, il faut quand même que je puisse «souffler» entre guillemets, quoi. Donc non, je crois que je m'en rends pas vraiment compte et en plus, vraiment derrière la cure, autant je buvais plus, c'était derrière moi, mais je me suis mis à essayer plein de drogues, différentes en fait, je voyais bien que je me sentais un peu surpuissant de ce truc justement j'ai goûté la mort et puis là maintenant je peux un peu toucher à tout, ça me tuera plus, quoi. Ou en tout cas, ce sera plus par l'alcool, quoi. Et là justement, j'ai eu ce fameux trip, sous LSD où là j'ai pris vraiment très, très cher en écoutant l'album de John Hopkins, comme je te disais. Ouais, magnifique, hein. Moi, c'est ma musique de yoga. Ouais, magnifique. Il est incroyable, cet album. Mais la prochaine fois que je prends la Et DMT, oui, c'était j'y penserai. non, non, c'est vrai que je suis parti vraiment très loin. C'était vraiment certainement un des plus beaux trips, de ma vie, quoi. J'ai vraiment ressenti le tout, d'être qu'une conscience qui fait qu'un, qui se contemple à travers l'humanité, et cetera. L'amour. Et c'est ça, l'amour, vraiment un amour universel, quoi. C'est beau et tellement, tellement intense, vraiment à en pleurer toutes les larmes de mon corps pendant plus d'une heure, quoi. À se dire, la vie est tellement magnifique, en fait, quoi. Tu as eu ça aussi de pleurer parce que, mes cérémonies, d'ayahuasca, j'ai pas eu de purge, enfin, j'ai pas connu tout ce que j'avais entendu dire, les vomissements, tout ça. Moi, c'était pleurer, 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 mais de joie et d'amour. C'est ce genre-là? Ouais, 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 Ouais. j'ai eu ça. J'ai vraiment eu ça. J'ai vraiment eu enfin, il y a eu vraiment plusieurs stades, hein. Il y a eu des moments où j'étais totalement dans un autre monde, à voir des formes, des sortes de danse avec des entités. C'était difficile à exprimer aussi et quand je suis revenu, ouais, c'était vraiment une gratitude à 100 000, quoi, à se dire, vraiment: «J'ai la chance d'être là, je ressens l'amour de tout le monde, de moi,
qu'il faut que je sois tolérant avec moi-même, etc. Enfin, c'était tellement beau, vraiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on s'en rappelle tous, toutes les Bah oui. personnes qui ont eu ce truc. C'est un peu un pilier. C'est tellement unique, cette sensation, je pense qu'on la connaît pas, en fait, dans nos vies, de tous les jours, quoi. Ça n'existe Non, pas, non, en fait. c'est Cet amour impossible. Oui, oui, inconditionnel, ça quelque n'existe pas. chose qui t'envahit et qui t'englobe complètement, en fait, comment t'appelles ça? Je sais pas comment Ouais, te dire. ouais, ça t'enveloppe, Ça ouais. t'enveloppe, voilà. C'est-à-dire, tu te sens protégé et donc, je pense que par rapport à l'addiction, qui est quand même une vraie maladie de gens dans l'insécurité aussi, hein, quelque chose comme ça. Et puis aussi, comme tu disais tout à l'heure, de se récompenser. Il y a vraiment ce truc-là, comme si on était toujours des enfants. Il faut qu'on soit récompensé à la fin de la journée parce qu'on a fait des trucs, quoi. Mais tout le monde fait des trucs, tu vois. Mais Non, nous, ouais, il faut des ouais, récompenses. ouais. Nous, c'est pas pareil. Et il y a vraiment ce truc-là d'avoir besoin d'être consolé, récompensé, enveloppé, sécurisé. Très violent. Et en même temps, tu disais, tu es passé par tous les stades, donc je crois qu'il n'y a pas eu que Non, ouais, c'est très ça. beau. C'est ça, ouais, pas du tout, du tout. Ouais, derrière, en plus, enfin, je m'envoyais plusieurs albums, et puis il y a un moment, ouais, je suis parti trop loin. Ouais, j'aime bien dire, ouais, une machine à laver de l'enfer, où vraiment il y avait des thought loops, comme ils appellent ça. C'est vraiment une pensée qui vient dans notre tête et qui recommence et qui recommence et qui recommence. Et en fait, on perd totalement pied de ce à quoi on pensait, de ce qu'on était et de qui on est. Et je ressentais vraiment, ouais, de la crasse, la mort, la souillure, enfin, tout. C'était vraiment un moment très, très, très désagréable. On aurait cru que mon cerveau buguait, en fait, totalement, hein. Et il y a vraiment eu ce truc où je me suis dit, je vais rester bloqué là-dedans. Et puis, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, après, j'ai lu pas mal de trip reports où c'est pas anodin, hein. Je pense que c'est notre cerveau qui patine. Et, euh, et j'ai fini, en fait, à un moment, tout s'est à peu près calmé. J'ai réussi à reprendre un petit peu mes esprits. Et je me suis retrouvé plus ou moins avec des sortes d'entités, des espèces de petites cloches un petit peu, que j'imaginais mais que je voyais pas vraiment. Et je leur demandais de revenir, quoi, de me dire, il faut que, enfin, je veux revenir dans ma vie, etc. Enfin, pareil, j'avais l'impression que j'étais parti pour toujours, quoi, après cette machine à laver, là. Et ça me disait plus ou moins que j'étais sur la bonne voie, mais que j'étais encore beaucoup dans l'ego et que j'étais encore beaucoup dans l'arrogance, etc., sur le fait d'essayer plein de drogues et de continuer à fumer et que en fait, je me mentais toujours à moi-même, en fait, quoi. Donc, derrière ça, je les ai vraiment écoutés. J'ai réussi à reprendre mon corps, même si j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Et en fait, j'ai attendu avec impatience le jour qui se lève, quoi. À partir du moment où le jour s'est levé, là, mon pote s'est réveillé un peu plus tard, on a commencé à discuter, et puis ouais, l'afterglow de LSD est assez long, hein. Donc pendant encore pas mal d'heures derrière, j'ai eu du mal à vraiment me re-ancrer dans ma vie, quoi. Mais j'ai rien oublié de ce qui s'était passé, quoi. Je me suis dit, tout ça, ça a un sens, même si c'était difficile, faut que j'en retire quelque chose, et c'est pas anodin non plus, quoi. Et c'est quoi alors, Donc le ouais, sens? le sens, c'est que c'est qu'en fait il fallait que j'arrête de mentir à moi-même, justement, j'arrête ces récompenses que comme on a dit au tout début, je pense la vie elle est dans ce qu'on veut pas faire, et là ce que j'avais pas envie de faire c'était arrêter de fumer, justement, quoi. Donc à partir de là j'ai vraiment commencé à reprendre ma vie en main, j'ai commencé à chercher un appartement, j'avais arrêté de fumer, et tout s'est débloqué assez vite, en fait, derrière cette situation. J'ai réussi à reprendre mon appart. Par contre, une fois que j'avais mon appart, j'ai recommencé à fumer. C'est fou, hein. Et, On veut pas lâcher, ouais, quoi. et ça, ouais, Bah, c'est c'est honnête dur, en hein, même c'est temps dur. de le dire, parce que nous, on a envie que tu nous dises juste, bah voilà, j'ai plus jamais refumé. Mais en fait, Ah les gens ouais, doivent ouais. savoir que c'est un processus et Que qu'il y a c'est des pas allers-retours, facile, quoi. c'est pas facile. Et Et en fait, à force c'est pour ça d'arrêter, que je le dis on aussi, hein. réussit, quoi. À Mm. force d'essayer d'arrêter, moi, je le vois avec la cigarette aussi. Je réessaie, ça y est, j'ai encore à nouveau 6 jours sans clope. Bah, je me dis, bah voilà, c'est déjà ça de gagner. Et puis, là, il y a une fois où ce sera la bonne, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que je le dis, parce que je veux pas qu'on pense que ce soit facile, ni qu'on pense qu'il suffit de prendre une molécule et que ça va fonctionner. Il y a des gens qui prennent les plus gros trips de leur vie et qui ne font absolument pas le travail.
j'ai parlé un peu de mon histoire il y a pas longtemps avec un ami et il me disait bah justement ça te met pas dans tes travers. Enfin, il connaissait quelqu'un qui faisait la même chose que moi et j'étais en fait c'est un outil et si on s'en sert pas et qu'on n'essaye pas de changer derrière, bah non tu t'en sortiras jamais. C'est pas ça le truc. Et faut écouter en plus les signes qu'on nous envoie quoi. C'est pour ça qu'il y a les Alors moi là c'est thérapies plus que psychédéliques accompagnées par les ouais psychiatres, ça c'est peut être ça. super Puis que c'est intéressant aussi, quoi, accompagné, d'intégrer. qu'il y a des psys, il y a une intégration et Parce que tout ce c'est qui pas nous une arrive a pilule un sens. magique, c'est pas la molécule en Pas soi, du tout, c'est le travail pas du tout, du tout. qu'elle va te permettre de commencer déjà. C'est C'est un ça. recul, une hauteur, un éveil parfois, c'est ça qui nous aide en fait, c'est pas la molécule. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la prise de recul que ça fait Ouais, c'est avoir ça. sur ta propre vie, quoi. Puis toi, j'ai l'impression que Et c'est je la pense que mort qui a c'est vraiment joué énormément dans ton parcours parce que ouais, 2 fois tu frôles la mort et donc quelque part en fait, moi il y avait eu je sais même pas qu'est-ce qu'il est, un thérapeute, un coach, Franck Levé qui est extraordinaire, qui m'avait dit quelque chose dans mon podcast, je l'avais invité. Il m'avait dit: «Les addicts en fait frôlent la mort pour se réapproprier la vie». C'est comme s'ils étaient sur terre et que depuis le début, ils n'avaient pas choisi d'être là. Mais à partir du moment où tu frôles la mort et tu décides de revenir à la vie, et ben c'est toi qui es maître de ta vie. Je trouve ça très fort. C'est-à-dire quelque part, il y a, cette fois-ci, c'est ouais. moi qui décide d'être en vie. Si j'ai pas choisi de naître à Ouais. la base. Bon, nous, on sait qu'on a C'est choisi de ça. naître, hein. Je pense que non et puis je pense qu'il y a de l'acquis, c'est un peu comme tout. Une fois qu'on vit dans notre confort, on se rend plus compte de notre confort et je crois que quand on est dans notre vie, on se rend plus compte qu'on peut mourir, non plus, enfin et je pense que ça, c'est une grosse piqûre de rappel de se dire: «En fait, on peut mourir, on peut passer par là et que la vie, c'est vraiment une chance, quoi» et il faut savoir en profiter, il faut savoir la savourer et surtout, faut prendre soin de nous. Moi, j'ai vraiment eu ce truc derrière à me dire: «Bah, mon corps, c'est un temple, il faut pas que je fasse n'importe quoi avec, je lui fais du mal, on vit en symbiose ensemble Ça, c'est fou, et parce que il faut» je me suis dit ça aussi après ces expériences. Je me suis dit vraiment ça. Il y avait quelque chose de l'ordre du dégoût pour les substances, notamment pour la cocaïne, ouais, qui était de l'ordre. Je me sentais pure, je me sentais, oui, comme tu dis, un corps, un temple, et tu te dis, je peux pas mettre ça dedans. Pour moi, c'était, ça revenait à sniffer de l'essence, quoi. Il y avait une conscience sur le produit, en tout cas, et une ouais, c'est ça, conscience c'est sur le vraiment corps. s'intoxiquer, Mm. et puis ça passe partout, quoi, que ce soit par l'alimentation, sans même parler de substances, quoi. Il y a vraiment ce truc où on est dans un monde où on peut plus ou moins choisir justement ce qu'on va Bah ouais. manger, boire, Et toi, ça a je pense que c'est joué important, à en fait. combien, d'après toi, de pourcentage? Je veux dire que si tu devais être honnête, c'est ta volonté, c'est ton désir, c'est les tripes, c'est la cure, c'est les gens qui t'ont entouré. C'est quoi, on va dire, le pourcentage de tout ça, dans la réussite aujourd'hui de ta sobriété? Moi, j'aime bien dire que c'est 50-50, c'est fou, mais Ah ouais? je pense que la molécule m'a vraiment fait prendre le recul, nécessaire. Après, il y a énormément de travail. Enfin, déjà, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, que ce soit par ma famille ou mes amis, en fait. Et ouais, la molécule m'a vraiment aidé parce que, je pense que je me voyais quand même reboire un jour, derrière la cure ou même pendant ma cure, je me le disais. Alors qu'après, justement, mes tripes, j'ai compris que ça avait aucun sens, que l'alcool était vraiment un poison, quoi. Même si j'aurais jamais parvenu à tout ça sans la molécule, il y a un bon gros 50% de travail, en fait, quoi, vraiment à faire sur soi, à déconstruire. En fait, tout le moment où j'étais chez mes parents, j'ai eu le temps. Je travaillais quand même, mais j'avais le temps pour moi, pour réfléchir. Et étrangement, en plus, même le cannabis m'a beaucoup aidé à rentrer en introspection et me dire pourquoi j'en suis venu à là, à l'alcool, etc. Donc étrangement, ça m'a quand même aidé, le cannabis. Mais passé un certain temps, justement, quand j'ai commencé à avoir mon appart et fumer tout seul, eh ben, ça m'a totalement renfermé sur moi. Je sortais plus. Je m'étais dit que j'allais faire plein de choses dans ma ville une fois que j'aurais mon appart et je me suis rendu compte que je sortais pas du tout, en fait, que ça me renfermait, que je rentrais du boulot, j'attendais qu'une chose, c'était de fumer et qu'en fait, même si ça m'avait servi pendant un moment, bah là, c'était de nouveau en train de me détruire. Pas du tout de la même façon que l'alcool, mais c'était en train de me déprimer, hein, totalement. J'avais vraiment cet aspect dépression parce que j'arrivais pas, parce que je voyais rien et je sortais pas, quoi. En fait, Et ça, c'est ça nous empêche, de ouais, vivre, en fait, tout simplement, quoi. ouais. Et il m'a fallu en fait
des obstacles. Enfin, j'ai eu quelques dates, en fait, à ce moment-là. Il y a vraiment eu un date en particulier où la personne m'a dit, bah, est-ce que elle était nouvelle dans la ville. Elle me disait, bah, est-ce que tu as été là et là et dans ma tête, je me suis dit, J'ai ah rien merde, en fait. fait, ça fait 1 an que j'habite seul et qu'en fait, je fais rien du tout, que je passe mes journées à fumer et à rien faire, quoi. Et là, il y a vraiment eu un déclic, tu vois. Je suis pas passé par une substance, c'est plus moi qui ai eu une révélation à me dire, putain, merde, en fait, je suis vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Et du coup, là, j'ai arrêté de fumer, je me suis mis dans une association, j'ai commencé à aller au musée, à faire plein de choses, en fait, justement, parce qu'en plus, les premiers jours sans fumer, c'est long. C'est incroyablement long. Et c'est bizarrement très vite, on se rend compte qu'on n'a plus le temps pour nous non plus, en fait, dès qu'on commence à faire beaucoup d'activités. C'est fou. Et il y a aussi ce constat de me dire, en fait, je faisais rien du tout quand je fumais, quoi. C'est fou. Parce que pareil, je me faisais pas bien à manger. Enfin, il y a plein de choses au final où je passais à côté de la vie, quoi. Et là, aujourd'hui, ma vie est vraiment bien remplie. Bah, c'est Juste ça. un peu, quelques temps derrière, en plus, j'ai vraiment rencontré ma compagne. Et puis, J'ai l'impression que l'amour bah, fait vraiment partie du processus aussi pour toi. À chaque fois, il y a des étapes comme ça qui jalonnent, comme tu parles d'une copine, d'une autre. J'ai l'impression que ça jalonne aussi. Et c'est vrai qu'une nouvelle histoire, nouvelle vie, nouvel appart, enfin, il y a quelque chose aussi de grisant dans tout ça, puisque quand même, on a besoin en tant ouais, qu'addict d'être sûrement. grisé, quoi. Ouais, c'est ça, ça m'a accompagné. Ça m'a accompagné. Après, je me dis que, ouais, heureusement, j'ai eu la chance. Moi, j'ai rencontré là, ma compagne au meilleur moment de ma vie, en fait. Et c'est ça qui est assez dingue, parce que c'est ce que j'essaie de répéter souvent aux personnes, c'est que je pense qu'on rencontre la personne le jour où on est vraiment à l'aise avec soi-même. En fait, on peut que attirer de mauvaises personnes, entre guillemets, quand on n'est pas bien et qu'on a ses travers. Là, c'était vraiment le moment où je dirais pas que ça m'était égal de rencontrer quelqu'un, mais disons que j'étais enfin à l'aise avec ma propre vie. Je me disais, je suis à l'aise, je pourrais rester seul, je fais énormément de choses et c'est pas un vide. Et c'est là que j'ai rencontré et que tout s'est fait et que clairement ma vie a pas décollé, mais j'ai la chance, ouais, justement de pouvoir partager ma vie avec cette personne, chacun en faisant son chemin et en se tenant la main, quoi. Et du coup, moi, Donc ouais, j'ai une dernière question, en fait, par rapport. Bon, vas-y, maintenant, hein. j'ai dit dans l'introduction que tu étais en école d'infirmier, donc tu as trouvé du sens aussi, ces tripes quelque part, et puis tout le travail que tu as fait t'a permis de trouver aussi du sens dans ta vie. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir s'il reste des choses aujourd'hui que tu n'as pas envie de faire et où tu sais que justement, c'est là qu'il va falloir aller pour trouver ce fameux bonheur qui est dans ces trucs qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Est-ce que tu as conscience encore de ça? Ouais, ouais, je pense. Enfin, je pense que j'ai encore pas mal d'envie, hein. Je veux dire, là, déjà, l'école d'infirmier, j'en suis au tout début, hein. Ça fait que 4 semaines que je suis dedans. Donc, je pense que, ouais, ça a un peu repoussé ses limites en permanence. Ouais, J'ai beaucoup ce truc un peu comme Léa, à me dire une journée après juste pour l'autre. aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, je commence de plus en plus à me projeter, que ce soit là dans ma vie professionnelle, je recommence vraiment à zéro, alors que j'étais dans un travail où j'étais responsable. Et je me disais, en fait, tout va bien dans ma vie, sauf cette partie, en fait. Je suis pas du tout aligné avec mon travail et la façon dont je vois le monde autour de moi, quoi. Donc, non, là, je pense que c'est une des premières étapes. Et je pense que l'étape d'après, ce sera certainement quelque chose avec ma compagne. Oui, voilà, j'allais te le dire. Bah, écoute, en tout cas, merci énormément pour ton expérience qui est pas commune et qui va un petit peu éclairer nos auditeurs sur ces molécules. Et voilà, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas une seule solution. Et aujourd'hui, on en a entendu une et qui me semble plutôt pas mal. Donc bravo et merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La MILDECA anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol.
La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.